Bienvenue dans le podcast de Vino Musique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Vino Musique, votre rendez-vous œno-musical. Avec ce podcast, plongez-vous dans l'univers du vin que vous avez sélectionné et poursuivez musicalement votre immersion avec les playlists spécialement confectionnées pour celui-ci. Vous pouvez les retrouver sur notre site vinomusique.fr ou en scannant le QR-code sur la bouteille. Le but de ce podcast est de parler du vin avec la personne qui l'a fait. Aujourd'hui, je suis avec Sarah au domaine de BG pour parler de sa cuvée Haute-Carizière. Bonjour Sarah, ça va ? Ça va, bonjour. Pour les personnes qui nous écoutent et qui sont arrivées sur le podcast grâce au QR-code sur la bouteille, préparez-vous à déguster avec nous. Mais avant ça, on va parler un petit peu du domaine et de vous, Sarah. Alors, Sarah, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et votre histoire et votre parcours ? Bien sûr. Donc moi, c'est Sarah Bidot, j'ai 31 ans. Je suis en train de reprendre le domaine familial avec mon petit frère, Charlie Bidot. Pour me présenter succinctement, j'ai fait en études, j'ai plutôt un parcours dans la communication, le marketing et le commerce. Ensuite, après mes études, je me suis direct orientée dans le monde du vin. Et ça fait maintenant une petite dizaine d'années que j'évolue dans ce secteur. D'accord. Ensuite, après ces 10 ans, mon frère, en 2020, m'a parlé de son envie de reprendre le domaine. Lui, ça faisait à peu près 3-4 ans qu'il travaillait et il avait vraiment tombé amoureux de la viticulture. Moi, c'est vraiment une idée un projet que j'avais dans le coin de ma tête, mais je n'étais pas sûre qu'il allait se concrétiser. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mes parents m'avaient déjà proposé plus jeune de reprendre le domaine, mais je leur avais demandé de me laisser jusqu'à mes 30 ans. Et là, en 2020, j'en avais 29, donc c'était le bon moment pour y réfléchir. Et je me suis lancée. D'accord. Et donc, vous disiez, vous étiez dans la communication avant ? C'est ça. En fait, dans mes études, j'ai fait un BTS communication marketing. Et derrière, j'ai fait une licence commerce international. Et c'est vraiment le fait de venir travailler au domaine de vos parents qui a fait que vous êtes rentrée dans le monde de la viticulture ? Alors, j'ai toujours gravité autour. Oui. Depuis toute petite, je montais sur les tracteurs, j'aidais les parents à la cave. Je suis souvent dans leurs pattes d'ailleurs. Et du coup, en fait, ça a toujours été un questionnement pour moi. Est-ce que je m'oriente dans mes études vers la viticulture ou est-ce que je fais des études plus générales? Et en fait, je garde quand même un pied dans la viticulture par mes expériences pro. Donc, ça n'a jamais été trop une question, mon secteur d'activité professionnelle. Ok. Donc, vous avez… par contre, c'est c'est le premier domaine viticole sur lequel vous travaillez en tant que, du coup, responsable de cave, finalement. C'est ça, exactement. En fait, avant, j'ai fait des expériences comme j'expliquais. Alors, j'étais caviste pendant une bonne année où je gérais entièrement une cave, mais plus auprès des consommateurs pour le coup. J'ai aussi travaillé plutôt dans une entreprise en fait, qui était en relation avec les grandes surfaces. Okay. Je faisais vraiment le lien entre les viticulteurs et la grande surface. Et puis, comme vous le disiez, je revenais régulièrement en fait, au domaine tout simplement pour un peu mettre en application toutes mes autres expériences. On va parler un peu plus du domaine du coup. Donc, est-ce que vous pouvez me raconter un peu l'histoire du domaine donc de vos parents ? Bien sûr. Alors en fait, le domaine, avant l'histoire de mes parents, il remonte à bien avant ça, puisqu'en fait, mon frère et moi, on est la 4e génération. D'accord. C'était à l'origine 2 domaines familiaux distincts qui ont été créés par nos arrière-grands-parents. Il y avait la famille Giraud qui a créé le domaine en 1909 au château de Carizière et la famille Bidot qui a créé en 1923, enfin qui s'est installée en 1923 au domaine du Vieux-Chai. Mais il faut savoir qu'en fait les 2 exploitations se trouvaient à 300 mètres, donc les vignes étaient quasiment à côté, à proximité et autres. Et du coup là en fait le lieu dans lequel on est au domaine du Vieux-Chai. C'est là où mes parents ont décidé de s'installer à leur reprise. C'est environ à 20 minutes au sud de Nantes, à la Haie-Fouassière. Et pour la petite anecdote, en fait, c'est un domaine qui a à peu près 200 ans. Enfin, en tout cas, on sait à peu près qu'il a 200 ans, puisque les murs ont été datés d'au moins 200 ans par leur composition et leur construction. Et il y a même des poutres qui auraient environ 500 ans. Ok. Donc, vous n'en avez pas parlé, mais vous avez combien d'hectares ici donc au domaine de BG ? Alors au domaine BG, on a 52 hectares actuellement. On a la moitié en Terravitis et l'autre moitié en agriculture biologique. Alors je ne sais pas si vous connaissez Terravitis, je peux peut-être vous l'expliquer un peu. Moi ça va, je connais, mais pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai que c'est intéressant de rappeler ce que c'est. Pas de problème. Alors en fait, Terravitis, c'est aussi une démarche durable et environnementale
mais qui est légèrement différente en fait du bio. La finalité est la même, mais on ne va pas avoir les mêmes outils pour y arriver, tout simplement. On est plus sur une association de viticulteurs qui vont en fait mettre en commun leurs expériences pour essayer d'intervenir le moins possible sur la vigne, sur le vin et sur les personnes qui gravitent autour. D'accord. Et du coup, ça fonctionne un peu, donc, comme vous avez dit, comme le bio, vous avez un cahier des charges aussi à respecter. Exactement. En fait, Terravitis, donc, c'est aussi une agriculture environnementale raisonnée et durable. Sauf qu'il y a des petites différences avec le bio dans la manière d'appliquer les choses. La finalité est la même, le but c'est de ne pas laisser d'empreinte sur l'environnement. En revanche, on ne va pas forcément avoir les mêmes méthodes. D'accord. Donc on a quand même un cahier des charges, comme le bio, mais on va avoir des différences. Déjà, on peut le voir à la vigne. Premièrement, on va être plus dans une obligation de laisser aucun résidu dans la vigne. Ça doit être des produits biodégradables, des choses comme ça. Après, il va plus loin aussi en vinification. Le bio a intégré la vinification il y a un peu moins longtemps que Terravitis. Et puis, il y a tout un volet humain en fait, qui est important dans Terravitis. Et donc ici, on est dans le muscadet. On l'a peut-être pas dit, mais on rappelle, on est dans le muscadet. Tout à l'heure, on va déguster un muscadet Sévrémen. Est-ce que vous faites d'autres vins à part du muscadet ici ? Alors oui, en fait, nous, on est quand même un domaine qui fait principalement du muscadet. Mais on a aussi d'autres vins blancs. On a un vin de pays en cépage Pinot Gris. Ça reste un vin blanc sec. On aime bien ça dans la région et surtout au domaine. On a aussi du colombard dans nos vignes. Le colombard, c'est un cépage blanc qui nous sert à faire nos bulles en méthode traditionnelle et aussi un vin blanc sec qui est assez apéritif, assez frais. Et puis on va avoir vraiment, mais là, pour la vente domaine et la vente cave, un peu de rouge et un peu de rosé avec un cépage qui s'appelle Labouriou, qui est un vieux cépage résistant que mon père a souhaité remettre au goût du jour au domaine. D'accord. Et donc, c'est 52 hectares dont on parlait tout à l'heure. Ici, on est plus sur quel terroir près de la Fouessière. Au final, toutes vos vignes sont près d'ici. C'est ça. En fait, nous, nos vignes, elles sont autour du village. On est à la Fouessière, mais on est vraiment dans le village. Le domaine se trouve dans le village de la Cornière. Donc, les vignes vont être tout autour du village et sur 3 terroirs différents. En fait, les terroirs, ils viennent aussi de l'histoire du domaine et donc des familles, tout simplement. Donc, on a un premier terroir qui s'appelle Amphibolite. C'est un terroir en fait qui vient de la famille des roches vertes, mais qui a plutôt une couleur bleutée. D'accord. Et c'est l'ancien terroir du domaine du Vieux-Chai, donc qui était dans la famille Bidot. Ensuite, on a le terroir micaschiste. Donc ça, c'est de la famille des schistes, c'est facile, c'est dedans. Et il est reconnaissable car il y a des paillettes qui sont présentes dans la roche. D'accord, du quartz en fait. Et ça, c'était l'ancien terroir, enfin c'est toujours le terroir, mais c'est plutôt celui qui était au château de Carizières, donc côté de ma mère. Ok. Et enfin, nous avons les orthogneiss, donc qui sont issus de granit compressé, ou plutôt une couleur ocre, et qui s'apparentent plutôt au terroir des crus à la Fouessière, puisqu'on fait aussi des crus. Oui, en muscadet maintenant. Et avant qu'on déguste donc le vin muscadet au Carizières, est-ce que vous pouvez nous expliquer donc comment vous avez fait ce vin-là précisément ? Oui, bien sûr. Alors en fait, donc, comme tous les muscadets, c'est un 100% melon de Bourgogne en termes de cépage. C'est, comme le nom l'indique, c'est les micaschistes, le terroir de ce vin-là. Donc il est vendangé en septembre. C'est souvent un terroir qui est plutôt tardif, donc ça va être dans les derniers vendangés. D'accord. Ensuite, il passe en pressurage direct dans un pressoir en fait à air qui permet de ne pas abîmer la vendange du tout et de récupérer uniquement le jus. Et puis, il est vinifié en cuve, donc en cuve inox. Il est gardé minimum 6 à 8 mois sur lit. D'accord. En fait, comme son terroir, ça va être un vin qui va souvent demander du temps avant de s'ouvrir. Donc là où les premiers muscadets peuvent être mis en bouteille à partir du 1er mars de l'année suivante, oui. Eh bien en fait le château de Carizières, il va falloir attendre un peu et il est souvent bon en fin d'année. Donc là, on va déguster un vin qui est prêt à boire.
Donc c'est parti pour la dégustation. Maintenant, pour ceux qui nous écoutent, bien entendu, comme d'habitude, si vous ne sentez pas la même chose que nous, c'est pas grave. Hein, la dégustation, ça reste propre à chacun. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je vous invite à ouvrir la bouteille si ce n'est pas déjà fait. Et nous, c'est parti. On va pouvoir commencer à déguster ce muscadet Haute-Caraisière. Un Terravitis, du coup, comme on en parlait avant, sur un terroir Mikachis. Donc déjà, en termes de robe, on est sur une robe or avec des reflets verts, qui est pas trop pâle, donc on a quand même un côté un peu doré, en effet. Oui. Avec un peu de gras sur les contours du verre. Oui, c'est vrai qu'il est un peu gras, mais ça reste très léger quand même comparé à des vins qu'on peut boire. Les muscadets, c'est jamais trop gras en fait, donc c'est normal. Hein, on a un peu de gras, mais pas trop. Donc quand on porte au nez. Voilà, quand on porte au nez, en fait, on va avoir plutôt un caractère citronné. Oui. Et une légère minéralité qui va s'en dégager. C'est ça que j'allais dire. Moi, j'ai un peu la pierre, effectivement. Exactement. En gros, en fait, les schistes ont souvent les mikachistes ont souvent justement une expression très élégante, très tendue. Et avec un côté minéral citronné, en fait, c'est souvent nos muscadets qui vont s'apparenter à ce qu'on pourrait se faire comme idée du muscadet, quoi. Un muscadet traditionnel sur la minéralité. Oui, c'est quand on pense muscadet, on pense généralement à ce type de vin. Voilà, exactement. Donc on va pouvoir le goûter. Alors, on retrouve très rapidement finalement ce qu'on avait au nez. Exactement. Donc, pas de surprise. Non, pas de surprise. Dans le sens où, voilà, il y a un côté élégant, tendu. Il y a quand même le gras qu'on avait vu sur le côté du verre en fin de bouche. Mm. Et souvent, en fait, c'est un vin qui va être assez structuré, avec un côté ample, justement, qui peut s'apparenter au gras. Puis là, je le sens, on a quand même une bonne persistance aromatique, parce que là, je l'ai plus dans la bouche, mais j'ai encore le goût. C'est ça. Ça fait même légèrement un peu salin. Oui. Ça va venir faire saliver en fin de bouche, en fait, un côté pas iodé, mais en tout cas qui va faire une belle association, quoi. Oui, c'est ça. Moi, on m'avait dit en cours de dégustation que plus on salive après avoir bu un vin, c'est le côté acidité et fraîcheur, en fait, qu'on peut retrouver dans... Voilà, les muscadets sont connus pour ça. Hein. C'est des vins qui sont assez frais. Qu'on peut même parler de crispy avec le côté perlant et surlis qu'on peut avoir. Donc qui perd au fur et à mesure forcément qu'il évolue avec le temps. Mais oui, on est vraiment là-dessus, quoi. Et donc là, vous l'avez dit, vous allez lever sur lit 6 à 9 mois. Voilà. Et après, vous le mettez directement en bouteille ? On le met en bouteille. Okay. Il reste à peu près 1 à 2 mois le temps qu'il se pose un peu, parce que la mise en bouteille, ça le remue toujours un peu. Ça reste un produit naturel. Et puis après, directement, on le propose à notre clientèle. Et là, on va pouvoir le conserver 1 à 2 ans facile. Ok. Ça, vu que c'est un muscadet jeune, c'est la manière de le boire normale. Après, on en déguste assez régulièrement des plus tard, plus millésimés qu'on garde. Et vraiment, ils ont la capacité de se garder aussi très bien, quoi. Oui, et puis ça se garde. Est-ce que ça évolue aussi dans la bouteille ou est-ce que ça reste à peu près la même chose Ça évolue. Comme je disais, on perd ce côté un peu perlant. Par contre, on garde toujours la fraîcheur. Ça, c'est vraiment une caractéristique des muscadets. Malgré le vieillissement, il va devenir plus gras, plus ample, mais il va garder cette fraîcheur toujours qui donne un superbe équilibre en fait et qui est toujours agréable à boire. Ça devient pas lourd, quoi. Oui, c'est ça. Et au final, est-ce que c'est aussi une caractéristique du melon de Bourgogne, en fait, du cépage en lui-même ? Tout à fait. Le côté, comme on disait, un peu qui fait saliver, donc avec en fait ce côté légèrement un équilibre, on va dire, entre l'acidité et le sucre quand il est jus de raisin et après l'alcool. En fait, on peut dire que la caractéristique du melon de Bourgogne, ça va être des vins qui sont pas trop alcoolisés. On est aux alentours de 12. Des vins qui vont être plutôt frais, avec souvent une belle minéralité et une légère tension. Oui, c'est ça. Il est très bon. Merci. On le dit quand même, c'est bien de le dire. Et il donne... c'est vrai que là, on prendrait bien finalement l'apéro. C'est ça. Donc, ça commence à être l'heure, donc pourquoi pas. Et puis surtout, on peut l'accompagner d'huîtres. On va voir justement, avec le côté salin, avec le côté citronné, tout ce qui est plateau de fruits de mer, huîtres va très très bien aller avec.
On peut pousser sur des poissons grillés aussi. En fait, un produit naturel qui va aller avec des éléments assez nature, sans trop de sauce, de choses comme ça, quoi. C'est là qu'il va avoir le meilleur accord mets vin. Ouais, puis des éléments quand même plus proches de la mer, au final, Tout à fait. avec ce côté un peu salin, effectivement, qui est très, très appréciable. Effectivement, moi, effectivement, je le verrais plus en apéro, en entrée ou en plat. En dessert, un peu moins. Je pense qu'en dessert, on est plus sur quelque chose de plus rond. C'est ça. Souvent, en fait, les personnes le prennent soit à l'apéro, soit en entrée. Et souvent, enfin, ils continuent l'apéro Oui. et l'entrée avec le même vin. Et donc, on va avoir ce vin-là sur... alors, ça peut être des tartares, des poissons crus, des crustacés, ou alors carrément accompagner un plat. Et là, on va être voilà, sur des poissons, c'est ça. Donc le podcast de Vino Musique, c'est la fin. En tout cas, merci Sarah de m'avoir accueilli et de nous avoir fait découvrir votre domaine. C'est avec plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller écouter nos autres podcasts en lien avec les bouteilles de Vino Musique. On vous invite aussi également à écouter les playlists consacrées au Muscadet Sévremen de Haute-Carizière de BG, disponibles sur notre site vinomusique.fr ou en scannant le QR code sur la bouteille, normalement vous les avez. Vous pouvez aussi nous suivre ainsi que le domaine sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à venir au domaine pour déguster les autres vins du domaine de BG. Pour rappel, il est à La Haye-Foissière dans le Muscadet, donc à 20 minutes à peu près en dessous de Nantes. C'est ça. Alors on vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée.